Si Rimbaud note que notre civilisation est née du divorce malheureux de la poésie et de la philosophie, il existe un exemple d'accomplissement esthétique où s'est manifesté d'une façon éclatante et unique ce mariage heureux entre les deux pensées, entre le tragique et le sacré. Cet exemple, ce moment de l'histoire de l'art à l'éclat si particulier, est celui des enclos paroissiaux. Précisément situés dans le temps et l'espace de notre culture, ils sont la marque de la Bretagne occidentale, formulant son âme et son être de la fin du XVe siècle jusqu'au XVIIe. Les enclos paroissiaux, accord ultime du tragique et du sacré, de l'esthétique et du religieux, tel est ce voyage auquel nous vous convions. Donc la Bretagne à cette époque-là est d'abord un duché, jusqu'en 1532. Un duché qui fait partie du royaume de France, mais qui fonctionne quand même de manière assez largement autonome. Et puis à partir de 1532, il n'y a donc plus de duc, ou en tout cas le roi de France en tient lieu. La Bretagne est à ce moment-là une des provinces du royaume. Une province qui garde quand même un certain nombre de privilèges. Elle s'est unie au royaume de France, mais elle ne s'est pas fondue dans le royaume de France. Le phénomène des enclos paroissiaux, pour le comprendre, il faut sans doute l'envisager sur un temps beaucoup plus large, parce que la genèse de beaucoup de choses se fait plutôt dans le Moyen-Âge, voire dans le haut Moyen-Âge. Et puis les enclos, malgré tout, leur histoire ne s'est pas arrêtée sous le règne de Louis XIV. Ils ont ensuite continué à exister, à être modifiés aussi, même si c'est de façon moindre. Donc le phénomène des enclos, il nous conduit pratiquement jusqu'à nos jours. Et le terme même d'enclos paroissial, c'est un terme du XXe siècle. Il n'a jamais été utilisé plus tôt. L'élément traditionnel, c'est la paroisse. Ça fait des siècles qu'elle est sans doute déjà le centre de vie collective et du sentiment communautaire. C'est l'église, c'est le cimetière, c'est l'ossuaire, c'est tout cet ensemble. C'est le saint patron. Le saint patron, c'est un petit peu la religion locale, qui est aussi un élément de patriotisme. C'est aussi la recherche du salut après la mort, qui est évidemment une préoccupation qui est extrêmement importante pour comprendre les mentalités des hommes du XVIe ou du XVIIe siècle. Et puis les enclos, c'est aussi une période très dynamique de l'histoire religieuse de la Bretagne. Au XVIe siècle, la région, elle passe pratiquement à côté de la réforme protestante, alors même qu'elle était très ouverte commercialement à l'Europe du Nord. Le catholicisme, tel qu'il était vécu ici, faisait si naturellement et si complètement partie des mentalités que ce n'était pas envisageable de rompre avec lui. Donc au XVIe siècle, on a un catholicisme qui, contrairement à beaucoup de régions françaises, ne connaît pas de crise. Et au XVIIe siècle, on a un catholicisme qui est en voie de modernisation. Il y a des changements qui ont été impulsés par la papauté à la fin du siècle précédent et qui s'opèrent à partir de la fin du XVIe siècle. Ce qu'on appelle le Concile de Trente, cette réunion d'évêques qui s'est tenue entre 1545 et 1563, bien loin d'ici, en Italie du Nord. C'est un catholicisme qui veut davantage enseigner, davantage catéchiser. Ça se traduit notamment par le côté très didactique et très pédagogique de ces enclos. Les calvaires peut-être, mais surtout le décor intérieur, les retables, qui se veulent vraiment un catéchisme en images au service de cet objectif d'enseigner une religion plus éduquée, si vous voulez, que par le passé. Nous sommes dans un pays d'habitat dispersé. Un pays où effectivement c'est le dimanche que beaucoup de gens se rencontrent. Le premier motif de la rencontre, ça reste malgré tout la messe du dimanche et toutes les activités qui vont autour.
Le bourg, ça peut être aussi les tavernes, c'est toute la sociabilité, toute la vie de relation qui se greffe aussi sur le culte. L'enclos, c'est aussi le lieu où se débattent un certain nombre de problèmes qui peuvent être des problèmes qui se posent à la communauté, les impôts, les chemins, enfin des problèmes que nous dirions civils ou profanes, et qui à l'époque sont aussi traités dans le cadre de la paroisse, puisque les communes n'existent pas. C'est la paroisse qui joue le rôle de structure religieuse autant que civile. Et donc les affaires sont traitées aussi dans l'église, dans le porche, en présence sans doute des principaux chefs de famille qui sont regroupés aussi dans l'espace autour de l'église, dans cet espace que nous appelons l'enclos. À l'époque, le clergé joue un rôle très important, mais les paroisses sont aussi très largement gérées par les paroissiens eux-mêmes. En effet, un paroissien, appelé fabrique au XVIIe siècle, ou fabricien au XIXe, gère chaque année la trésorerie de la paroisse. Il enregistre les recettes et réalise les dépenses. Ces écrits permettent aujourd'hui aux historiens de découvrir les noms d'ateliers et les noms des fabriques pour ces travaux effectués. Ce que nous appelons aujourd'hui un enclos paroissial se définit en fait par plusieurs éléments. L'église bien sûr, mais tout autour le cimetière, ou l'ancien cimetière en général aujourd'hui parce que les tombes n'y sont plus dans la majorité des cas. Un cimetière qui est rigoureusement clos par un mur, qui le sépare du reste du bourg, avec une entrée généralement monumentalisée qui peut aller de simples piles à un véritable arc de triomphe. L'enclos, c'est aussi un ossuaire, puisque l'une des grandes spécificités de notre région, c'est aussi qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, on a pratiquement cessé d'enterrer dans le cimetière pendant 3-4 siècles. On finit par enterrer pratiquement tout le monde à l'intérieur de l'église dans le courant du XVIe siècle. Et ça pose évidemment un problème de saturation de l'espace qui impose d'avoir un lieu d'inhumation secondaire lorsque l'on vide les fosses. Et c'est donc l'explication des ossuaires qui ont pris dans notre région des dimensions et une monumentalité tout à fait exceptionnelle. Le calvaire, sa présence s'impose dans le cimetière, et pas qu'en Bretagne, dans le courant du Moyen-Âge. Il faut une croix. Alors il se trouve que chez nous, la croix a pu prendre des proportions tout à fait exceptionnelles et devenir véritablement un calvaire. Alors, on peut considérer qu'on peut parler de calvaire et plus seulement de croix lorsque l'on a non seulement la croix du Christ, mais que l'on a des personnages en complément, qui peuvent être bien sûr simplement la Vierge et Saint Jean, qui peuvent être jusqu'à 200 personnages lorsqu'on arrive dans les très grands ensembles de Guy Millot ou de Plougastel-Daoulas. Le calvaire est un lieu aussi d'usages sociaux. La vente aux enchères des offrandes, c'est au pied du calvaire. Les nouvelles bannies à la sortie de la messe, ça peut être au pied du calvaire. L'autre grande raison, c'est que le calvaire a pu être une sorte de bande dessinée, une sorte de réservoir d'images qui permettait de relater l'histoire du salut. Des calvaires qui étaient probablement colorés, des calvaires dans lesquels il était possible de monter. On a dû prêcher du haut de ces calvaires et en s'appuyant sur les images qui l'entouraient. Le calvaire est vraiment emblématique de cette volonté justement d'enseigner qui se fait plus vive dans la seconde moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe. Le terme en fait pour les grands calvaires, c'était effectivement le livre de Pierre. On a beaucoup de livres ou d'écritures, donc on voulait transmettre. Donc tous les calvaires ont une base identique, c'est la Passion du Christ. Et après, chacun a ses spécialités. 1602, 1604 pour Plougastel, au XVIIe siècle, on retrouve donc des personnages avec donc des costumes de cette époque sur nos calvaires. Et on trouve des personnages qu'on trouve dans certaines régions, qu'on ne trouve pas dans d'autres. Ici, nous avons le personnage de Catel-Golette, Catel la perdue, qui va donc aux enfers. Si vous allez sur le calvaire de Tronoën, qui est face à la baie d'Audierne, vous avez le guetteur de Tronoën, parce que le guetteur veillait sur les bateaux qui étaient en mer, il était lié à la pêche. Donc vous ne retrouvez pas ça à Saint-Égonec, puisqu'il n'y avait pas la pêche, vous avez le lin. Vous voyez, on retrouve à la fois une base, qui est la même, et ensuite des spécificités que l'on retrouve que sur chaque calvaire.
L'objectif de l'association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne est de promouvoir l'apprentissage de l'histoire artistique et culturelle de la région, mais aussi de développer la fréquentation de ces lieux en organisant des animations facilitant l'accès à ce patrimoine. Donc on a voulu, à travers les technologies d'aujourd'hui, technologies nouvelles, leur redonner vie, leur redonner leur couleur d'origine. Avec à chaque fois une histoire, un scénario qui est écrit, Plougastel par exemple, créé par l'un des seigneurs de la commune qui est mort de la peste et qui a mis sa fortune pour créer le calvaire et les habitants. Vous voyez, c'est un bout d'histoire. L'histoire du calvaire se poursuit, il a été détruit pendant la guerre où les Américains ont bombardé Brest, ont détruit le calvaire, il a été reconstruit. Enfin, il y a plein de belles histoires autour de ce calvaire, des histoires qui sont dans l'histoire et des histoires que chacun a vécues avec ce calvaire. Le calvaire de Plougastel, comme les 7 autres, sont tous classés monuments historiques. Alors aujourd'hui, il existe des sculpteurs dans le Finistère, dans le Morbihan, il y a encore des professionnels. C'est important de garder ce savoir-faire, de garder cette qualité de travail, de produits aussi. Excepté le calvaire de Plougonvin, tous les autres calvaires, nous avons démonté la statuaire, d'autant plus qu'il y avait une intervention sur le soubassement et sur les plateformes. Donc il fallait de toute façon démonter. Et c'est vrai que sur des opérations de restauration, on est quand même beaucoup plus à l'aise en atelier, sous l'égide des architectes, soit des Bâtiments de France, soit des Monuments historiques, et de la DRAC. On étudie ça de près. Notre rôle, c'est de consolider et de conserver au maximum pour que voilà, on a une pérennité dans le temps. On reste quand même sur des outils assez basiques dans le granit. C'est des ciseaux droits, on n'a pas des gouges comme dans le calcaire ou comme dans le bois. On travaille aussi bien à la massette que on est quand même aidé maintenant avec ce qu'on appelle du pneumatique. C'est d'abord d'apprivoiser le matériau, de connaître le matériau, plus particulièrement le granit. Vous apprenez d'abord le métier de tailleur de pierre, après on passe à autre chose. On passe à la sculpture, on passe à la restauration. Il y a des étapes à respecter. Enfin sur les grands calvaires, voilà, on est des calvaires monumentaux, et même sur des calvaires, on va dire historiés, à personnages, on utilise quand même des matériaux fins et relativement faciles à travailler, quoi. Le Kersanton, pendant pas mal d'années, nous avons été, on va dire, à la pêche du Kersanton de récupération, surtout chez les marbriers, parce qu'à une époque, on a aussi démonté pas mal de cimetières en Kersanton. Donc on a pu travailler à partir de récupération, mais à un moment de temps, c'était plus tenable parce qu'il nous fallait des éléments assez importants. On a parcouru les anciennes carrières de Kersanton pendant 2 bonnes journées. On a pu retrouver de la matière, on a pu réexploiter un peu de matière. Et ce qui nous a permis, entre autres, de travailler sur la basilique du Folgouette. Parce qu'autrement, on ne pouvait absolument pas travailler et refaire certaines pièces, on n'avait pas de matériel. Un autre restaurateur, le maître verrier, a également quelques difficultés pour ses fournitures. Le plomb entourant les vitraux des églises est changé tous les 100 ans minimum. Et les verres trop cassés seront refaits à l'identique. Alors nous achetons le verre, il n'y a qu'une seule usine en France qui le fabrique, c'est à Saint-Just-sur-Anvers, c'est à côté de Saint-Étienne. Donc c'est du verre soufflé à la bouche, ce qu'on appelle le verre antique. Avec plein de bulles d'air dedans. Plus fin, plus léger, et puis c'est ce qu'ils utilisaient dans le temps, à l'époque. On a fait le dessin, ensuite on a agrandi le dessin pour le mettre à la taille du vitrail définitif. Après on vient couper ce dessin en morceaux, ce qui nous définit les gabarits pour les verres. Je viens gratter avec une petite brosse le blanc des yeux, la bouche. Maître verrier, vous êtes condamné à travailler à la lumière. Tout le temps. Et donc quand on est content du résultat, quand on est satisfait de ce qu'on a fait là, on passe au four et comme ça on garde, c'est comme une sauvegarde et on revient travailler dessus plus tard. Ça c'est une machine assez ancienne qui date fin 19e, début 20e. C'est un laminoir qui nous permet d'avoir les dimensions plomb qu'on désire. C'est un plomb en forme de H, majuscule.
rainuré et le verre s'encastre dedans, chaque côté. Et donc ça c'est la méthode du Moyen-Âge, ça n'a pas évolué depuis. On parle de technique, c'est vraiment des techniques anciennes. Hein. C'est les gestes d'antan, mais on ne peut pas faire autrement que de le copier finalement, parce qu'on a les mêmes matériaux. Le verre, le plomb, c'est grand. Alors là, Gwendoline est en train de finir de sertir le vitrail, ou la mise en plomb. Donc elle met un plomb de bordure, qu'elle cale avec une règle en verre. Et après, elle va rabattre les ailes du plomb avec un rabattoir. C'est pour la finition. Que le vitrail sera fini, il y aura une soudure à chaque intersection. Ce qui me permettra de sortir le panneau, et le panneau il sera rigide du coup. On pourra enlever les pointes et... L'objectif d'enseignement est évidemment très perceptible aussi à l'intérieur. Il faut se rappeler l'importance du vitrail dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Mais c'est vrai que l'importance du vitrail tend à diminuer et le relais est pris par les grands décors qui surmontent les autels, donc en bois généralement, ce que l'on appelle les retables, et qui sont là aussi un réservoir inépuisable d'images qui visent à relater l'histoire du Christ, l'histoire des saints, qui veulent aussi éblouir, séduire par les dorures, par les couleurs, par des sculptures. Et c'est important aussi pour comprendre nos enclos, en particulier pour le XVIIe siècle. On a beaucoup recours à la sensation, à l'impression produite sur les esprits pour faire passer un message. Alors ça peut être une impression de peur, de crainte. Et on sait bien combien les ossuaires notamment peuvent jouer de cette peur de la mort, mais ça peut être aussi le ravissement que provoquent les couleurs, la dorure, et qui se veut l'anticipation du paradis. Donc c'est une époque qui mise sans doute moins sur le raisonnement que sur la sensation, sur l'impression, en particulier sur des populations qui à l'époque sont très majoritairement analphabètes. Et c'est aussi l'une des explications de ces bandes dessinées multipliées à l'extérieur, à l'intérieur, sur les vitraux, sur les retables, sur les statues, etc., etc. La prospérité globale de la Bretagne à cette époque-là, elle est un fait bien établi à partir de la fin du Moyen-Âge. On entre dans une période que l'historien Alain Croix a appelée l'âge d'or de la Bretagne. Et c'est vrai que c'est une période particulièrement favorable, d'une part parce que l'économie agricole s'avère finalement productive, réussit à nourrir une population qui est nombreuse. La Bretagne, c'est quand même un Français sur 10 en 1670. Mais en plus, la Bretagne, c'est l'industrie textile, c'est la fabrication des toiles qui sont ici des toiles de lin. Ces paroisses que nous associons aujourd'hui aux grands enclos paroissiaux, ce sont presque toutes des paroisses où l'industrie du lin, la fabrication du lin, a connu une très grande intensité entre le XVIe et le début du XVIIIe siècle. Le lin et le chanvre sont toujours rapprochés parce que les étapes de transformation sont quasiment les mêmes. Jusqu'au XVIIIe, le chanvre servait à faire des toiles à voile. Le lin servait davantage à faire du linge de maison, des vêtements fins, voilà. Les toiles qui étaient faites autour de Douarnenez, Locronan, c'était les aulonnes, donc des toiles de chanvre, qui ont été vite concurrencées par les noyales autour de Noyal-sur-Vilaine. Et pour le lin, vous aviez surtout donc, les craies sur un territoire qui est à Léon un peu élargi, entre Landerneau et Morlaix, et les Bretagnes sur le Trégor et le nord des Côtes d'Armor.
partout en France. Avant l'arrivée du coton, on avait besoin de lin et de chanvre dans le quotidien. Ce qui a fait la richesse et la renommée des toiles bretonnes, ce sont ces toiles qui ont été exportées par les ports bretons, les ports qui étaient autorisés en Bretagne à exporter, et tous ne l'étaient pas. Et ces toiles correspondaient à de véritables cahiers des charges. Ces différentes étapes du lin, de la graine à la toile, demandent beaucoup de main-d'œuvre. Donc ça demande aussi beaucoup d'eau pour certaines étapes, ce qui explique qu'on faisait ce travail-là à l'intérieur du pays. Le lin est semé sur la zone limoneuse du nord de la Bretagne. Il est arraché à la main. On va essayer de garder la fibre la plus longue possible. Le lin pousse à peu près, le lin textile à peu près à 1 mètre. Cette exportation de toile par les ports bretons a généré une économie qui a été florissante, surtout du XVIe au XVIIIe. Bien sûr que les négociants ont réinvesti dans les ports, dans les constructions, et aussi évidemment dans le domaine religieux, puisque à cette époque-là, on était quand même sur une gestion qui n'était pas une gestion communale, mais bien une gestion de paroisse. Mais l'essentiel, sans doute, vient des offrandes qui étaient faites par les fidèles à l'occasion des dimanches et des fêtes de l'année. Ce sont des produits agricoles qui sont donnés en nature et ensuite vendus aux enchères. Ce sont aussi des dons monétaires, sachant que dans ces paroisses, il y a donc des marchands de toiles qui sont incontestablement riches. Si on prend le cas de Saint-Égonnec, par exemple, qui est la paroisse sans doute la plus riche de la zone et celle aussi dont nous avons bien conservé les archives, les offrandes représentent pratiquement les 2/3 des recettes de la paroisse à la très belle époque du milieu du XVIIe siècle. Alors nous sommes à Saint-Égonnec, une commune du Pays Léonard, une très grande commune qui fut une grande paroisse. Elle s'est distinguée sans doute dans le passé par une activité économique importante, mais également une foi religieuse à toute épreuve. Cette porte triomphale est composée de 4 piliers très massifs, granit bien entendu, et surmontés de sculptures, à la fois des niches, des gaudrons, des lanternons, toutes figures architecturales de l'époque. Saint-Égonnec, c'est donc un des grands saints de la christianisation de la Bretagne, serait arrivé à peu près à la même époque que saint Paul de Léon, et serait venu dans cette région décider à christianiser notre pays. Édifié en 1610, le calvaire de Saint-Égonnec est le dernier exemple des grands calvaires réalisés par l'atelier de l'Élorne. Le célèbre sculpteur Roland Doré de Landerneau, dit le sculpteur du roi de Bretagne, a contribué à l'élaboration du monument. Orienté nord-sud, situé face à la porte triomphale, il est la construction centrale de l'enclos. Ici, l'ensemble est formé de près de 40 personnages sculptés, figurant les 9 scènes de la Passion. En illustrant les évangiles avec précision et grand souci de la chronologie, le calvaire répond par ailleurs à une volonté d'instruction des fidèles. Certains personnages sont vêtus à la mode de l'époque Henri IV. L'ossuaire de Saint-Égonnec, édifié de 1676 à 1682, est un authentique chef-d'œuvre, un exemple parfait du style classique du Léon. Dans la crypte est installée une mise au tombeau, œuvre de Jacques l'Espagnol de Morlaix, un ensemble en chêne polychrome exécuté en 1702. La tour Renaissance de Saint-Égonnec a été un peu copiée sur celle de Plébin, qui date de quelques années de plus. La pose de la première pierre de cette tour monumentale, qui fait 43 mètres de hauteur, a été posée en 1599. Ce qui caractérise la richesse de l'église de Saint-Égonnec, c'est l'importance des retables. 300 mètres carrés de murs sont couverts de retables, ce qui veut dire sculptures de bois, mais aussi parfois des pièces de pierre, et tout ceci représentant des scènes bibliques, des scènes de l'Évangile. Les plus grands retables sont à la fois le retable du Saint-Sacrement et de l'autre côté le retable du Rosaire, qui est peut-être encore plus réputé que l'autre. Il est l'œuvre aussi de l'Espagnol.
et il a des scènes bibliques tout à fait parlantes. À une époque où toute la population paroissienne n'était pas scolarisée ni lettrée, il y avait certainement des sermons, des réflexions, des méditations à partir de ces panneaux sculptés qui reproduisent des scènes bibliques ou des scènes symboliques ou imaginaires et qui servent à l'édification de la population. Comme on avait des livres de pierre à l'extérieur, nous avons des livres de bois à l'intérieur. Hélas, il y a 30 ans, un terrible incendie va ravager la partie nord de l'église, occasionnant de lourdes pertes, dont il n'est resté que quelques reliques exposées au fond de l'église. C'était le 8 juin 1998, c'était un lundi matin, le lendemain de la communion solennelle dans l'église de Saint-Égonec. Le dimanche, des enfants avaient joué avec les cierges. Et le lendemain matin, donc, quand celui qui avait en charge l'église, quand il est venu ouvrir les portes, eh bien, il y a eu un appel d'air qui a amené donc, le feu à se propager très vite. Toute la partie nord a été brûlée et puis la grande perte a été le retable de Notre-Dame du Vrai Secours. Donc beaucoup de dégâts, mais beaucoup de réconfort de voir la population réagir tout de suite, voir donc tous les objets de culte donc, qui passent de main en main pour les mettre à l'abri, entre autres dans l'ossuaire. Très vite après, donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont mobilisés pour dire il faut faire quelque chose. Nous avons créé l'association donc Restaurer l'enclos de Saint-Égonec. Nous avons sollicité la population, les particuliers, mais également dans toutes les communes de Bretagne. Et beaucoup donc ont répondu à notre appel. La qualité des enclos paroissiaux de notre région s'explique aussi par le fait qu'il y avait de bons ateliers qui pouvaient en quelque sorte impulser de nouveaux modèles, de nouvelles inspirations, suivre l'évolution des modes. Et à partir de quelques lieux qui finalement étaient des foyers d'innovation. Et c'est intéressant de voir qu'il y en a dès le XVe siècle, même un petit peu avant. Il y a notamment le chantier de la collégiale du Folgoat, qui a été très influent. C'est là que l'usage du kersanton notamment est devenu distinctif de l'édifice de qualité. Au XVIe siècle, il y a le château de Kerjan qui joue un rôle essentiel dans l'arrivée des nouveaux modèles Renaissance. Et on voit bien en parallèle l'influence qu'il a pu avoir sur les paroisses autour, Baudilis notamment, mais aussi toutes les autres. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il y a un autre foyer très au fait des nouvelles modes. Ce sont les sculpteurs de la marine de l'arsenal de Brest. Quand on voit Kerjan, donc il s'agit d'une architecture civile. Il y a énormément de points de comparaison entre ce château et puis toutes les églises, tous les enclos qu'on trouve aux alentours. Il y a une chapelle privée et c'est vraiment un petit bijou d'architecture cette chapelle. Et notamment à l'intérieur, on peut découvrir des sablières, donc ces poutres sculptées qui font tout le tour de la chapelle. Elles sont très très belles parce que justement il s'agit d'une commande noble et dans le chœur on retrouve des sujets religieux qui sont traités d'une façon assez savante. C'est vraiment très très symbolique. On retrouve les 5 plaies du Christ par exemple avec 2 mains, 2 pieds et un cœur. Donc c'est quelque chose qui est assez peu incarné en fait, ça reste de l'ordre du symbole. Et puis sur tout le tour de la nef, ce sont des motifs typiquement Renaissance. Des motifs qu'on trouve justement dans les livres d'architecture qui circulent à l'époque, dans ces modèles qui sont diffusés dans toute la France. Et donc lui, ce sculpteur dont on ne connaît pas le nom, mais qu'on appelle aujourd'hui le sculpteur de Plébin, parce qu'il s'agit certainement du même sculpteur que celui qui a officié à Plébin pour les sablières. Donc ce sculpteur a choisi de représenter des têtes de lion, des mascarons, des cuirs enroulés, des poutis. Et donc c'est un décor très précieux en fait, qui se trouve dans la chapelle de Kerjan. Planté sur les hauteurs du plateau du Léon, le monumental clocher de Baudilis attire l'œil du voyageur à des kilomètres à la ronde. Il signale l'un des plus beaux enclos paroissiaux du Léon. Dans le porche, les statues des 12 apôtres,
là où siégeaient autrefois les 12 membres du conseil de fabrique, chargés de l'embellissement et de l'entretien de l'église. Grâce aux recettes importantes de la foire Saint-Mathieu, mais également à la culture et transformation du lin, les paroissiens de Baudilis construisent cet enclos à partir du XVIe siècle. À l'intérieur de l'église, les 5 retables en bois polychrome de style baroque témoignent du savoir-faire des artistes locaux et de l'importance des échanges commerciaux à cette époque. Leur beauté témoigne de cet âge d'or de la Bretagne. Et la charpente, restaurée de 2000 à 2002, nous permet aujourd'hui de découvrir la richesse extraordinaire des multiples sculptures des sablières. Guy Miliau doit son nom à saint Miliau, qui vécut au VIe siècle et à qui l'on attribue grand nombre de miracles. Guic Miliau, en vieux breton, signifie le village de Miliau. Passé la porte monumentale, sous le regard fixe des 2 cavaliers de granit, on ne peut qu'être frappé par la beauté particulière du calvaire. Alors, la notion d'enclos, ça existe un petit peu partout en Bretagne, même en France. La spécificité ici, c'est le caractère monumental des différents éléments, les calvaires, porche sud, l'ossuaire, où on retrouve aussi cette relation à la fois étrange et familière entre les paroissiens et la mort. C'est surtout les décors, ce mélange de décors gothiques, de décors Renaissance, cette adaptation des décors les plus anciens avec les décors nouveaux, comme ceux de la Renaissance. C'est tout ce mélange qu'on appelle l'art paroissial, que sans doute les gens aiment retrouver ici. Vers la fin du XVIe siècle, dans les années 1570-1600, on va avoir une certaine course au clocher, c'est-à-dire qu'on va aller toujours de plus en plus haut. C'est le cas par exemple de l'Ampol, qui sera malheureusement frappé par la foudre. On va avoir des modèles innovants, comme à Saint-Égonnec, Plébin, Bervin par exemple. Et Guy Miliau conserve son clocher, qui est issu d'un modèle créé par l'atelier Beaumanoir, une famille d'architectes de Plougonvin, qui se caractérise à la fois par un clocher-mur et une tourelle accolée, plus la galerie flamboyante qu'on retrouve en haut au niveau de la balustrade. Le calvaire de Guy Miliau fait partie des calvaires monumentaux de Bretagne, dont la construction, on va dire, s'échelonne de 1554 à Plougonvin à 1610 à Saint-Égonnec, qui est le dernier grand calvaire monumental. Alors, celui de Guy Miliau a été construit entre 1581 et 1588 et il regroupe différentes scènes de la vie de Jésus, de l'Annonciation jusqu'à la résurrection. C'est-à-dire près de 200 personnages qui sont représentés sur ces différentes scènes. L'entrée sud en Bretagne, c'est souvent l'entrée principale, à partir du XIVe siècle, on le voit dans les édifices ducaux. Et cette entrée sud va se généraliser à partir du XVe, XVIe siècle dans les églises bretonnes. Donc on traite vraiment le porche sud de façon très riche. Alors ici, nous avons 2 sculpteurs. Nous avons le sculpteur Roland Doré, qui fait partie d'un principal atelier du XVIIe siècle d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons 2 sculptures en pierre, les 4 autres sont en bois, et les 2 en pierre sont celles du maître de Plougastel. Et on voit un style assez différent dans les deux, où le maître de Plougastel traite plutôt les visages de façon assez ronde, alors que Roland Doré, dans son style, qui a des visages un peu plus allongés, des bustes plus allongés, avec des barbes assez caractéristiques. L'image est bien différente de la messe d'aujourd'hui, où il y a le silence, les chants. Les paroissiens ne chantent pas forcément, discutent beaucoup. Il faut imaginer l'église comme, on va dire, la maison commune. En l'absence de mairie, l'église a cette fonction-là de maison commune des paroissiens et qui peuvent y faire plusieurs activités. Nous avons ici, dans l'enclos de Guy Miliau, 3 retables. Le retable du Rosaire, le retable de Saint-Miliau et le retable de Saint-Joseph. Ça correspond à la nouvelle pédagogie qui apparaît après le Concile de Trente. Et l'idée, c'est d'éduquer les masses, l'éduquer par l'image, et là, les retables ont cette fonction-là, éduquer par la voix également, avec la chair, donc le son, avec la chair, mais aussi les cantiques, qu'il ne faut pas oublier. C'est le catéchisme, voilà, toute cette dimension pédagogique qu'on retrouve si fortement dans ce XVIIe siècle en Bretagne. Nous sommes ici dans l'enclos paroissial de l'Ampol Guy Miliau. En breton, l'Ampol signifie le monastère de Paul. Paul étant Paul Aurélien, devenu Saint Paul de Léon, le premier évêque de Léon. Donc tout autour de l'église ont été construits progressivement l'ossuaire, l'arc de triomphe,
le porche sud. Et pour prendre l'exemple de l'Ampol Guimillot, il a fallu 150 ans pour construire cet ensemble. En général, le mobilier à l'intérieur des enclos paroissiaux est en bois, comme les retables baroques, le baptistère ou la chaire à prêcher. Mais ici, c'est une exception. Il s'agit d'une mise au tombeau qui a été réalisée en tuffeau. Le tuffeau, c'est une pierre calcaire qu'on ne trouve pas dans la région. Elle a été réalisée par un sculpteur de la marine royale qui se nommait Antoine Chavagnac. On peut y lire ici Antoine. Donc, ce qui est assez rare parce qu'en général, ce sont les fabriques qui avaient leur nom ou prénom inscrit sur le mobilier. Il s'agit d'une poutre de gloire qui date du XVIe siècle. C'est la plus ancienne pièce de charpente de l'église, puisque autrement la charpente a été refaite au XIXe siècle. Et elle est particulière parce qu'elle sépare de façon symbolique le chœur de la nef, donc le clergé des fidèles. Le retable de Saint-Jean-Baptiste est particulièrement intéressant parce qu'il est vraiment le témoin des échanges artistiques qui pouvait y avoir au XVIIe siècle, parce que si vous regardez le médaillon ici, il représente la chute des anges rebelles, qui est repris du célèbre tableau du flamand Rubens. Ça montre que les gravures circulaient dans toute l'Europe et jusqu'à l'Ampol Guimillot. L'église de l'Ampol Guimillot abrite 6 retables baroques, dont 2 ont été restaurés récemment par une entreprise de Sizun, tout à côté. C'est les communes ou la DRAC qui produit un appel d'offres et puis là, les entreprises vont chercher ces appels d'offres et répondre là-dessus. Là, on travaille en une équipe avec un architecte, un restaurateur de polychromie, un restaurateur de fresques. On a un groupe de travail. Le but ici à Baudilly, c'est de faire un diagnostic sanitaire et structurel de l'ensemble des retables. On prend le temps vraiment de bien sonder tout et de diagnostiquer les problématiques. Et même le support, les murs et tout ça, pour savoir ce qu'il y a à faire dans l'avenir sur ces retables, s'il y a des travaux envisagés, si ça peut rester comme ça. Nous, on a repris avec mon frère l'entreprise de mon père, qu'il a créée en 1978 avec ma mère. Et donc on est un peu tombé dedans quand on était petit, quoi. Et on a appris au fil du temps. Et puis après, on a fait notre parcours professionnel tous les deux pendant une dizaine d'années avant de revenir reprendre l'entreprise familiale. L'idée d'une restauration, c'est de rendre, pas l'état initial, parce qu'il y a des bois qui sont très altérés, qu'on peut tout de même restaurer, mais oui, on les dépose. Après, ce qui est vraiment trop altéré, on le refait à l'identique. Quand c'est possible, on le renforce par l'extrado. Puis, quand c'est sain, on ne fait rien, quoi. On essaye, tant bien que mal, ou comme faire se peut, de faire perdurer la tradition et de réutiliser les mêmes assemblages, de refaire comme ils faisaient, déjà parce que c'est important que ce soit refait comme avant, mais aussi pour faire perdurer le savoir, effectivement. On va dire une basse... C'est essentiellement du chêne. On travaille sur les monuments des églises, des châteaux, les manoirs, et on a la chance de pouvoir donc travailler quasiment uniquement du chêne. On ne va pas intervenir de la même façon sur une église 19e néo-gothique ou sur ici à la Roche-Maurice par exemple où on est au 16e. Ça ne sera pas les mêmes façons de travailler. On utilise beaucoup d'outils manuels, évidemment aussi des outils mécaniques. On essaye de respecter la façon de faire au maximum, de la façon dont ça avait été fait avant, quoi. On a des formations mais qui sont plutôt généralistes. La spécification vient après sur le tas, quoi. C'est vraiment des métiers qui demandent de la pratique et de l'expérience. C'est le cas d'une restauration, c'est-à-dire qu'on va conserver un maximum de pièces de bois anciennes et on va remplacer les pièces de bois qui sont altérées en respectant les techniques utilisées lors du remplacement. On ne refait pas du neuf, on refait du vieux si on veut, quoi. Ici sur l'église de la Roche-Maurice, on a une charpente qui est très sculptée, qui est très travaillée. Et donc on remplace les pièces abîmées, on complète les sculptures quand c'est nécessaire. Et là c'est vraiment du travail à la gouge, à l'ancienne, quoi, si on veut. La difficulté, c'est qu'il y a des parties qui sont esthétiques, qui ont un rôle de décor, mais elles ont également aussi le rôle structurel, c'est la charpente en elle-même qui est sculptée, quoi. Donc toutes les pièces sculptées qui sont apparentes, que ce soit les sablières, les corniches, les engoulants, elles ont leur rôle à jouer dans la charpente. Donc le côté mécanique de la pièce de bois doit également être pris en compte et doit pouvoir jouer son rôle structurel.
On a la chance de pouvoir travailler sur des édifices comme ça. On fait que recoller des morceaux finalement sur ce qu'ils ont fait. Et quand on voit ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, on peut être un peu humble. Nous sommes à Plougonvin, au sud-est de Morlaix, à quelques lieues. Non loin de la mer également, une vingtaine de minutes. Mais nous sommes bien dans une commune rurale. On est à 2 pas d'un port très important, le port de Morlaix. Il faut bien considérer qu'au début du XVe siècle, c'est un des 3 ports de Bretagne, avec Saint-Malo et Nantes. Et ça va devenir un lieu de halte obligé pour tout le commerce européen. Plougonvin, c'est une richesse certainement tirée de la force hydraulique de ces cours d'eau, la transformation du lin, mais c'est aussi une richesse humaine. On le voit avec les propriétaires de Mézéderne. On va rédiger l'un des incunables français, le Catholicon, à peu près 200 mètres d'ici, par Jehan de la Gadec. Beaucoup plus tard, on est donc en 1554, ce sont les frères Prigent qui vont se distinguer sur cette sculpture monumentale qu'est le calvaire. Avec les Beaumanoirs, une famille originaire de Plougonvin qui propose un style architectural qui va durer pendant presque 200 ans. Ils vont créer une élévation du clocher en lui donnant pas mal d'élégance par un système de construction qui permet de recevoir dans le mur du clocher une grande baie vitrée. La commune a engagé depuis longtemps un travail avec l'association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne. Cet art d'image né au Moyen-Âge, représenté dans une pierre un peu particulière, c'est le quercenton. Le grain est fin, une petite larme, subsiste 5 siècles plus tard, car le quercenton a cette réputation de ne pas s'éroder au vent, aux intempéries. Ici, on se situe à l'entrée des Monts d'Arrée, à 15 km au sud de Landivisiau. Et si on regarde bien le clocher, on voit en fait qu'il ne présente pas de balustre, pas de clocheton. Il est très sobre, ça lui donne un côté un petit peu austère. Si on regarde l'intérieur du portail extérieur, ce qu'on appelle l'intrados, on peut voir des colonnes baguées. Ces colonnes en fait sont des colonnes dessinées par le célèbre architecte du roi de France, Philibert Delorme, dans les années 1560. Et moins d'un siècle plus tard, on les retrouve à Comana, à l'entrée des Monts d'Arrée. Ici, nous sommes devant le retable de Sainte-Anne, un des plus hauts de Bretagne, puisqu'il mesure 8 mètres de haut. Et comme vous pouvez le constater, il est très ajouré et très richement décoré à la feuille d'or. Alors ce retable, le 3e de l'église, se situe dans le bas côté sud et représente le retable des 5 plaies, avec au centre le Christ et de part et d'autre Saint-Sébastien, qui est percé de flèches, et de l'autre côté, Marguerite qui triomphe du dragon. Ce retable, dans la symbolique, veut dire que le bien, la foi, triomphe du mal. Située sur un plateau, à 191 mètres d'altitude, la Martyre était un lieu stratégique, choisi par les Romains pour y dresser un camp et construire des voies de communication. Le nom breton de cette paroisse se dit Merzez Salin, le martyr de Salomon, roi de Bretagne, assassiné à la fin du IXe siècle et canonisé par le pape Anastase en l'an 910. Sur le fronton du porche sud, la sculpture de la Vierge couchée allaitant Jésus. Elle date du milieu du XVe. C'est à l'époque de l'âge d'or breton et du commerce du lin que l'on a l'idée de faire de la Martyre un lieu de stockage de marchandises, puis d'y créer une grande foire. À partir du XVIe siècle, elle devient importante et internationale. On y trouve toutes sortes de marchandises, spécialement des soieries, draps, merceries, chevaux et bestiaux de toutes sortes. Le chemin de ronde servait donc à surveiller les éventuelles dérives de la foire, les bagarres, les vols.
la porte triomphale de l'espace sacré de Sizun est très certainement la plus belle et la plus mystérieuse que l'on puisse admirer en Bretagne. Au-dessus des 4 colonnes corinthiennes qui l'assoient, est conservée intacte sa célèbre galerie avec son autel et son petit calvaire présentant Jésus crucifié entouré de Marie et de Saint Jean, l'ensemble encadré par les larrons en croix. Achevée vers 1585, elle représente l'exemple merveilleux des portails classiques complets du Léon. L'ossuaire, de la même époque, est célèbre pour sa sirène sculptée, cheveux lisses sur les épaules, des algues sur le ventre et la queue s'enroulant le long du pignon. L'église de Sizun a la dimension d'une cathédrale et son intérieur est habillé de superbes retables baroques comprenant une peinture centrale. Sans doute s'agit-il de se souvenir que le village de Sizun, par son nom même, s'inscrit profondément dans la plus haute antiquité celtique, et qu'ici, au pied des monts d'Arrée, le christianisme fut pour autant qu'il fut celte. Ainsi en témoignent bien mieux que les mots, les volutes étranges et les têtes bizarres de la frise. L'enclos paroissial de Plébain est l'un des plus somptueux de Bretagne. Chacun des éléments qui le constituent témoigne et rend compte d'une harmonie délicate. Le visiteur y pénètre par une porte monumentale dite Ports Armaro. Au cœur de l'enclos de Plébain, la plateforme du calvaire ne présente pas moins de 30 scènes des évangiles, de l'annonciation à la flagellation jusqu'à la crucifixion. Le visage de la Vierge en traduit le caractère unique, sculpté avec intensité dans la dureté de la pierre, des larmes coulent. Tout ici est dit, tant la douloureuse force du mystère propre à l'univers hautement symbolique des enclos, que la légèreté dans la forme illustrant le particularisme de la Cornouaille par rapport au Léon. C'est que Plébain marque la frontière entre l'âme du Nord et l'âme méridionale du Finistère. La grande période d'activité des enclos paroissiaux, c'est vrai, s'achève en beaucoup d'endroits à partir des années 1670-1680. Ça correspond en fait très précisément à une crise de l'industrie toilière, ou plus exactement à une perte du principal marché qui était le marché anglais. L'Europe n'est plus cette vaste zone de libre-échange qu'elle avait pu être jusqu'alors, notamment du côté français. On entend protéger l'industrie drapière contre la concurrence étrangère et notamment contre les draps anglais. Alors en particulier, à partir du moment où Colbert est contrôleur général des finances, donc à partir du début des années 1660. Qui fait qu'au bout d'un moment, les marchands anglais n'ont absolument plus aucun intérêt à venir à Morlaix écouler leurs draps, qu'ils trouvent à s'approvisionner en toile de lin ailleurs, dans d'autres régions d'Europe. Et donc il y a un effondrement très très net du commerce et de la fabrication aussi du coup des toiles de lin. Ça ne disparaît pas totalement. Il peut même encore y avoir au XVIIIe siècle des séquences assez prospères. Saint-Égonec notamment le montre bien. Le décor de Saint-Égonec, le décor intérieur, date en bonne partie de la première moitié du XVIIIe siècle. Mais c'est vrai que dans la plupart des autres enclos, on sent bien la rupture. Il n'y a plus véritablement de grands chantiers. Il peut bien sûr y avoir encore un rétable ici ou là, mais plus de clochers par exemple, ou sauf exception. Le pays des enclos paroissiaux est si vaste. Parfois, un voyageur passe devant un de ces trésors architecturaux sans même se douter que là réside un chef-d'œuvre extraordinaire. L'enclos paroissial, même s'il n'est plus fréquenté pour les mêmes raisons qu'autrefois, reste une curiosité.
Cette architecture de la pointe occidentale bretonne est un patrimoine attractif et resplendissant. La richesse et la qualité du travail des ouvriers et artistes bretons, le savoir qu'ils ont su transmettre, présentent aux visiteurs contemporains des structures architecturales intactes et parfaitement conservées. Le dynamisme des villageois et de nombreuses associations locales ont aussi largement œuvré à leur sauvegarde. Nul ne peut rester insensible devant cette harmonie d'ensemble, devant cette esthétique impeccable et remuante. Ces ensembles, tel un magnifique ouvrage enluminé à ciel ouvert, livrent les secrets du peuple breton. Les motifs de la pierre et du bois présentent des personnages expressifs. On y lit l'âme d'un peuple, ses espoirs, ses aspirations, ses craintes et ses souffrances. Étrange phénomène que celui de ces enclos originellement destinés à transmettre l'histoire sainte des premiers siècles, alors qu'aujourd'hui, on s'attarde plutôt aux révélations qu'on y découvre sur les us et coutumes de la Bretagne de la Renaissance. Le savoir ne s'est jamais perdu. La transmission orale a sauvé les enclos paroissiaux. Leurs imposantes et immuables structures taillées dans le granit et la pierre de Kersanton semblent aujourd'hui défier les siècles et les éléments.